8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Stanislas Guerini, député de La République En Marche de Paris et délégué général d'En Marche. Oui, bonjour Stanislas Guerini. Bonjour. Les parrainages, Emmanuel Macron et les marcheurs, et campagne ou pas campagne, la gestion du Covid, peut-être la dépendance aussi pour les plus âgés, autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Alors commençons quand même par les interrogations autour du pass vaccinal et du record de contamination Omicron. Finalement, à quoi sert ce pass vaccinal dans ce contexte aujourd'hui ? D'abord, repartons du pass sanitaire, si vous voulez bien, qui était celui qui était avant le pass vaccinal. Il a été maintenant démontré que le pass sanitaire, ça a sauvé des vies. C'est des études totalement indépendantes qui le disent. 4000 vies en moyenne qui ont été sauvées parce que grâce au pass sanitaire, on a accéléré la vaccination. Et depuis qu'on a annoncé puis mis en place le pass vaccinal, ça a continué de s'accélérer. La réponse à la question que vous posez, c'est la vaccination, c'est la clé. C'est la clé contre Delta, c'est la clé contre Omicron. Et donc, si nous étions vaccinés, tous vaccinés, on n'aurait au fond pas cette crise à l'hôpital. Donc clé, on l'a eu auparavant et on l'avait encore jusqu'à présent. Dans un service de réanimation, avec Roger, une personne vaccinée, 38 personnes non vaccinées. C'est ça la réalité de cette crise aujourd'hui. Ça, c'est le dernier chiffre que vous apportez. Concernant Omicron, c'est le chiffre. Donc, vous voyez bien que la clé absolue, c'est la vaccination. Donc on a réclamé cet effort de société qui, c'est vrai, c'est assumé, fait peser les contraintes sur les personnes qui font le choix de ne pas se vacciner. Et cette stratégie-là, elle porte ses fruits. Vous l'avez rappelé, la situation, elle est un peu complexe. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui sont contaminés, plus de 400 000 tous les jours, et en même temps, moins de gens qui aujourd'hui sont dans les services de réanimation. Cette clé-là, elle permet de comprendre ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire pour l'instant de poursuivre avec des contraintes et surtout le pass vaccinal et d'ici le 2 février et encore plus le 16, à ce moment-là... À propos des non-vaccinés, Martin Hirsch a laissé entendre hier, même s'il n'a pas dit clairement qu'il faudrait payer finalement, les faire payer en fait à l'hôpital. C'est un mauvais débat. C'est un mauvais débat. C'est un mauvais débat. Je crois que ça serait évidemment inacceptable. Est-ce que vous vous projetez une seconde dans une situation où quelqu'un arrive à l'hôpital, mais c'est quand même le patron des hôpitaux de Paris qui dit ça. On lui demande sa carte bleue, et puis s'il n'a pas les moyens de payer, qu'est-ce qui se passe? On le refuse? Non, je crois que jamais. Non, mais c'est le patron des hôpitaux de Paris. Un soignant en France refuserait de soigner quelqu'un sous prétexte qu'il n'a pas les moyens. Donc c'est un mauvais débat. Je peux comprendre qu'on ait ce débat intellectuel d'une certaine façon, mais enfin, on est là, peut-être, je le souhaite, dans la dernière ligne droite de cette crise sanitaire. Encore une fois, faisons cet effort de vaccination. Et je constate que 40 000 personnes, tous les jours, vont faire leur première dose de vaccin. Vous voyez que ça sert le pass vaccinal. Bon, donc, encore un dernier sortons mot. de ces débats un peu intellectualisants sur la question. Passons le cap. Bon, un dernier mot sur la gestion du Covid et on passera aussi à la politique. Mais tout de même, il y a une interrogation, il y a un débat qui monte en se disant est-ce qu'il faut encore tenir compte des cas de contamination? Il ne faudrait pas un autre indicateur comme les hospitalisations et les cas graves là, que vous avez indiqué. Depuis le début de la crise, de toute façon, le juge de paix, c'est ce qui se passe à l'hôpital. Je le rappelais à l'instant, en service de réanimation en particulier. Pourquoi? Aussi parce que ça a des conséquences sur les autres personnes qui ont besoin de se faire soigner. Cette crise, elle est grave parce qu'il y a des gens qui ont besoin de se faire soigner pour des cancers, pour des sujets très préoccupants et qui doivent retarder parce que les réanimations sont aujourd'hui très très chargées et on voit bien la situation à l'hôpital. Stanislas Guerini, le pouvoir d'achat avec la flambée des carburants, il y a certes l'indemnité kilométrique, mais est-ce qu'il ne faudrait pas baisser les taxes comme le demandent plusieurs candidats à la présidentielle? Il n'y a d'abord pas que l'indemnité kilométrique. Avant l'indemnité kilométrique, il y a eu le chèque inflation. Sur les montées de l'électricité, du gaz, il y a eu le bouclier tarifaire, il y a eu un chèque énergie qui a été envoyé en plus à des millions de personnes. Donc en réalité, quand on est français aujourd'hui, on est bien mieux protégé de l'augmentation des prix de l'énergie ou d'autres augmentations de la vie que dans d'autres pays. Je veux quand même le rappeler. L'inflation, elle est 2 à 3 fois plus dans les pays voisins qu'en France. Donc ça, ce sont quand même les résultats d'une politique qui protège. Il faut qu'on en soit tous conscients. Ensuite, est-ce qu'il y a des solutions parfaites? Non. Moi, je ne crois pas du tout que la baisse des taxes, ce soit une bonne solution. Pourquoi? Parce que pour baisser d'1 centime le prix sur l'essence, c'est 500 millions d'euros. 10 centimes, c'est 5 milliards d'euros. Et vous n'êtes même pas sûr de les récupérer ensuite à la pompe, parce que potentiellement les opérateurs peuvent prendre cet argent pour eux-mêmes. Donc verser de l'eau sur du sable, non. Avoir des mesures qui sont ciblées et d'avoir rehaussé de 10% l'indemnité kilométrique, c'est une mesure qui est bien ciblée.
parce que ce sont des gens qui sont des gros rouleurs, qui sont contraints de prendre leur voiture pour aller travailler. Et on a là une mesure qui vient directement aider ceux qui en ont le plus besoin. Bon, oui, alors il y a des gens qui passent du bon ciblage que des mesures où on arrose un peu partout et au final pour une efficacité limitée. Bon, ça continuera probablement pendant la campagne. Si on a des débats, et si on a des débats par exemple avec Emmanuel Macron, est-ce qu'il doit se déclarer en fait aujourd'hui, sachant que par exemple Christian Jacob, le patron des Républicains, dit Emmanuel Macron, il fait campagne avec l'argent de l'État, l'argent en fait des contribuables aujourd'hui, il n'est pas loin du détournement de fonds. C'est ce que dit Christian Jacob, le patron des Républicains. Bon, d'abord, qu'est-ce que vous lui répondez? Peut-être deux choses. D'abord, sincèrement, pour un patron de parti politique, c'est un peu triste de méconnaître autant le droit électoral. J'entends l'expression que j'aurais pu comprendre dans la bouche de partis extrémistes. Elle est totalement outrancière et surtout, elle relève d'une méconnaissance totale du droit électoral. Si un jour la Commission nationale des comptes de campagne estime que des dépenses doivent être réintégrées dans les comptes, elle réintégrera ces dépenses dans les comptes, tout simplement. Ça, c'est la première remarque. Et au fond, c'est pas la plus importante. Ce que ça dit, c'est que ces gens-là n'ont rien à dire au pays. Pour que le débat porte sur la date de candidature d'Emmanuel Macron et que la seule obsession de nos oppositions, c'est de savoir au fond quand est-ce qu'il sera candidat, c'est qu'ils n'ont rien à dire aux Français. Moi, je suis Stanislas Guerini, ils font des propositions, mais ils disent aussi le président de la République, lui, finalement, il se déplace un peu partout et il n'annonce toujours pas. C'est une litanie qu'on a entendue à chaque élection présidentielle, et vous avez d'ailleurs vu que les présidents sortants, au moment où on se parle, n'étaient pas candidats dans les élections passées. Pas du tout en ce qui concerne François Hollande. Mais la vraie question, ça n'est pas ça, la vraie question, c'est de s'intéresser aux Français. Moi, ce qui me frappe dans cette campagne, c'est qu'ils ne parlent que d'eux-mêmes, les candidats. On a l'impression, vous me parliez de Christian Jacob à l'instant, que le grand fait de gloire, c'est d'avoir choisi une candidate qui rassemble les Républicains. Et encore, on voit qu'il y a quelques difficultés pour faire ça. Mais partons de ce que les Français ont vécu dans cette crise. Personne ne s'intéresse à ça. Ils font, ils font tout de même des propositions sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, sur les droits de succession, pour ne citer que quelques derniers exemples. Mais vous voyez, il y a une somme de propositions, parfois techno, parfois démago, mais aucune ne fait une vision de société. Moi, je crois que nous sommes dans un moment où il y a eu des transformations extrêmement profondes de la société française dans ce quinquennat. Avec la crise sanitaire, elles ont encore été accélérées. On voit qu'autour de nous, tout le monde se pose des questions profondes sur la façon de travailler, la façon de se déplacer. Regardez, prenez la question du télétravail, son alimentation, l'éducation de ses enfants. Et au fond, on ne repart pas des préoccupations des Français. Et donc moi, ce que je souhaite, c'est que si le président de la République fait le choix d'être candidat, ce que je pense, ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse beaucoup plus repartir de ce que les Français ont vécu dans cette crise. Au fond, ce sont eux les grands absents du débat politique aujourd'hui. Bon, donc ce que vous dites aussi, c'est que le président doit se déclarer à un moment ou à un autre, quand même assez vite aussi, pour qu'il y ait tous ces débats et qu'il participe à un débat du premier tour, alors, pour confronter cette vision. Non, mais c'est intéressant ce que vous avez dit. Important, c'est la capacité à donner une vision et à projeter le pays. Est-ce que le président de la République aujourd'hui le fait? Je le pense. Et d'ailleurs, je le trouve. Donc il est en campagne. Mais on a besoin qu'un président de la République fasse cet exercice de projection du pays. Il le fait quand il parle de sécurité, quand il parle de cybersécurité, il le fait quand il parle d'économie, pour penser la France à 2030, ces nouvelles filières demain. Donc il est en campagne. Il le fait quand il parle d'éducation, il le fait quand il parle de ruralité, il l'a fait encore cette semaine. Donc il est en campagne. Mais dans ce cas-là, il est en campagne depuis le début du quinquennat. Ah ben non, mais là, cette fois-ci, il y a le président de la République, c'est répondre aux urgences du moment et c'est donner une vision pour le pays. Et au fond, c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est de ça dont le débat manque cruellement. Il n'y a pas de vision de société. Bon, donc globalement, si je vous écoute, Stanislas Guerini, personne ne présente une vision de société. Il n'y en a qu'un seul qui fait véritablement campagne avec une vision de la France à 2030, c'est Emmanuel Macron. Ce que je vous dis, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui fait cet exercice de projection du pays. Et je crois qu'on a besoin d'avoir un débat aujourd'hui, vision de société contre vision de société. Bon, et du côté des marcheurs, alors, vous devez... est-ce que vous allez vous allier, oui ou non, avec Édouard Philippe? Et puis, qu'en est-il aussi? Ça s'est fait. Bon, j'ai eu de la friture, là, non? Patron du parti depuis maintenant plus de 3 ans. Édouard Philippe était le Premier ministre à Matignon quand j'étais patron du parti, et on a travaillé d'une fluidité. Je crois que peu de partis de gouvernement ont offert à une majorité présidentielle. Donc ce lien, il est plein et entier. Édouard Philippe, il a dit sur tous les tons son soutien absolu et sa volonté d'engagement dans la campagne du président de la République. Donc je crois que la majorité présidentielle aujourd'hui
n'a même plus à faire la démonstration qu'elle est entièrement rassemblée derrière le président de la République. Alors c'est vrai, c'est assez inédit. Les majorités précédentes, la fin du quinquennat, elles étaient soit explosées, soit totalement rabougries. Nous sommes rassemblés. Nous pensons que le président de la République, c'est le plus à même de diriger le pays. Et on va faire campagne tous ensemble pour lui. Il n'y a pas eu la fusion, par exemple, d'Agir avec Édouard Philippe. Mais ça, ce sont des carabistouilles, pardon. Bon, d'accord. Vous êtes en train de me parler de l'intégration de 2 parties de la majorité présidentielle et de savoir s'il aurait fallu le faire maintenant ou un peu plus tard. Oui. Bon, si c'est ça les problèmes de la majorité présidentielle, moi je veux bien avoir des problèmes comme ça tous les jours. Bon, avec François Bayrou et Richard Ferrand, et donc Édouard Philippe aussi d'un autre côté, comment vous allez vous organiser là, alors pour cette campagne? Il y a 2 choses qui comptent. D'abord, de faire campagne ensemble, et ça, on se prépare. Je ne l'ai jamais caché, je l'ai toujours dit à votre antenne. On le fait depuis des mois, d'abord pour promouvoir le bilan, ensuite pour aller écouter les Français. Vous savez, on est allé toquer aux portes de nos concitoyens ces dernières semaines. C'est ça aussi qui nous permet de voir à quel point la société s'est transformée, à quel point des thématiques comme les violences faites aux femmes, comme la transformation du travail, elles sont présentes dans notre société. Nous allons continuer à réfléchir ensemble pour justement construire un projet présidentiel. Voilà, nous défendons le bilan et nous nous projetons. Oui. Un mot sur les parrainages, ça démarre véritablement officiellement maintenant. On voit que certains candidats ont du mal à avoir ces parrainages. Est-ce que vous encouragez les maires à proposer leur parrainage à l'ensemble de ces candidats? Moi, j'encourage les maires, bien sûr, à parrainer. Et à parrainer l'ensemble des candidats. Ce que je souhaite, c'est que les candidats qui représentent dans l'opinion une sensibilité, même si elle est très éloignée de celle que je peux défendre et porter, ils puissent être candidats à l'élection présidentielle. Voilà, c'est clair. Je crois qu'on a Ce ne serait pas normal si, par exemple, Zemmour et Le Pen n'étaient pas, ou d'autres, n'étaient pas représentés à l'élection. D'abord des choses, sur eux-mêmes. Quand on veut rassembler plus de 50% des Français, c'est ça une élection présidentielle, je crois qu'on doit être capable de convaincre un peu plus de 1% des élus du pays d'apporter un parrainage, qui est d'ailleurs pas forcément un soutien. On peut avoir cet acte démocratique. Bon, moi, je dis des choses très simples. Je dis aux maires, parrainer cet exercice démocratique. Il y en a 40 000 qui peuvent le faire aujourd'hui, dans les grands élus qui peuvent apporter un parrainage. La dernière fois, il y en a 14 000 qui ont apporté un parrainage. Vous voyez, c'est assez minoritaire. Donc je dis parrainer. Comme ça, on n'aura pas ces débats, et parfois ces débats un peu larmoyants, voire faits à l'avance, parce que cette petite musique de « j'aurai pas mes parrainages », etc., on sait aussi que c'est parfois une manière de faire parler de soi et de se placer dans une position un peu victimaire. Et puis, comme par miracle, à la fin, généralement, les candidats qui sont assez dur, à plus de 10% dans les sondages, eh bien, ils ont leur parrainage. C'est parfois un peu délicat, on l'a vu. Vous voyez, le système est bien fait, puisque pour cette élection présidentielle, le Conseil constitutionnel va publier toutes les semaines, et même 2 fois par semaine, la liste des parrains. Bon, ce sera on aura finalement assez rapidement la transparence sur qui a ses parrainages ou qui n'a pas ses parrainages. Stanislas Guerini, Éric Zemmour a lié hier immigration et délinquance. SOS Racisme a décidé de porter plainte de nouveau. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette sortie? Vu les termes dans lesquels il l'a fait, je dois dire que je comprends totalement la position de SOS Racisme, et on verra bien si cette plainte va au bout. Mais en tout cas, c'est une démarche que je comprends et que je soutiens. Pourquoi? Vous la comprenez? Je suis même plus surpris, au fond, par les positions d'Éric Zemmour. Il est dans une sorte de spirale de la radicalité, ou peut-être parce qu'il connaît un trou dans sa campagne, il se dit qu'il faut choquer le plus possible. Il fait un lien absolu, même pas discuté, entre le fait d'être une personne d'origine étrangère. Grosso modo, les délinquants, ce sont des immigrés. Ça s'appelle de la xénophobie, tout simplement. Après, il y a des statistiques sur les gens qui sont en prison, détenus. D'abord, ces statistiques-là, elles sont souvent commentées. Moi, je n'ai pas vu ces statistiques dont on parle, mais il y a quelque chose d'incroyablement fallacieux dans le raisonnement d'Éric Zemmour. Et d'ailleurs, je trouve que les journalistes du plateau sur lequel Éric Zemmour était ont parfaitement dit les choses. Ce qui est totalement fallacieux, c'est qu'il fait l'impasse absolue sur le lien entre la pauvreté, les situations difficiles et la délinquance. Donc on voit bien quel est le raccourci. C'est un raccourci qui est fait pour gagner la primaire de l'extrême droite, dans lequel il est engagé aujourd'hui. Écoutez, passons pas plus de temps à commenter ça. Moi, vous l'avez compris, je ne suis pas dans la primaire des droites et de l'extrême droite. Il y a une course à 3 qui est engagée entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour. C'est bien triste pour le pays, c'est parfois triste pour la droite aussi, Emmanuel Macron. Moi, quand même, je crois que nous représentons aujourd'hui un espace politique central dans le pays, qui est le plus cohérent,
le plus stable, le plus rassemblé, et c'est ça qui compte. Oui, bon, Pécresse n'est quand même pas à l'extrême droite. Non, j'ai pas dit ça. Bon Je dis que parfois j'ai le sentiment qu'elle participe à la primaire de la droite et de l'extrême droite. Merci Stanislas Guerini, député de La République En Marche et délégué général d'En Marche, qui était l'invité ce matin de Sud Radio.